Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Alexandra Stroyer, je travaille dans l'équipe pédagogique de la Fédération européenne des écoles, la FEDE, vous connaissez peut-être déjà la FEDE. J'ai le plaisir d'animer cette session d'aujourd'hui en compagnie de mon collègue Rémi Loison, responsable des relations institutionnelles à la FEDE, qui va contextualiser ce webinaire. Nous sommes ravis donc de vous accueillir pour ce moment d'échange autour d'un sujet essentiel, le leadership éducatif dans l'enseignement et la formation professionnelle. Mais avant de commencer, voici quelques informations pratiques pour que tout se déroule de façon fluide. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez donc le revoir à tout moment après cette session. Une traduction simultanée en anglais est disponible. Donc, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix dans les paramètres de la plateforme. Et comme ça, vous entendez directement la traduction en anglais. Nous encourageons bien sûr à poser vos questions dans le chat tout au long de la discussion. On va essayer de reprendre certaines lors de la session de questions et réponses à la fin de discussion. Et pour nos intervenantes, vous pouvez évidemment lever la main si vous souhaitez réagir à une des interventions. Et je vous remercie également de garder vos micros coupés lorsque vous prenez la parole pour assurer une meilleure qualité sonore pour cette session. Donc, nous espérons que ce webinaire sera un moment d'échange enrichissant pour tous. Et pour débuter, je vais laisser la parole à mon collègue Rémi qui va nous présenter brièvement le contexte de cette initiative et l'objectif de ce webinaire. Rémi, tu as la parole. Merci Roxandra, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais brièvement introduire ce webinaire afin de présenter aux participants la FEDE, l'EFE et le projet N. La Fédération européenne des écoles, Federation for European Education, est une organisation internationale non gouvernementale, OING, fondée en 1963. Elle regroupe environ 500 écoles membres, principalement des organismes de formation professionnelle et des établissements d'enseignement supérieur, situés essentiellement en Europe et en Afrique francophone. La mission de la FEDE est de promouvoir l'héritage éducatif européen, les valeurs de l'éducation indépendante et de contribuer à la promotion des valeurs européennes. Aujourd'hui, la FEDE bénéficie du statut participatif auprès du Conseil de l'Europe et du statut consultatif auprès de l'UNESCO, de l'OIF et du Conseil économique et social des Nations Unies, l'ECOSOC. Elle est également membre de l'Association européenne des établissements de l'enseignement supérieur, EURACHE, de l'Association internationale des universités, l'IAU, et de la plateforme européenne de l'apprentissage tout au long de la vie, la bien nommée Lifelong Learning Platform. Cette reconnaissance institutionnelle lui permet d'être un interlocuteur clé dans les débats européens et internationaux, ayant trait à l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. D'autre part, la FEDE propose à ses membres un portefeuille de 170 diplômes dans 12 filières pédagogiques, comme le management, le marketing, la finance, le numérique, le tourisme, l'environnement, l'agriculture. À présent, je vais vous parler de l'effet. L'effet. Depuis octobre 2023, la FEDE est membre de la Fédération européenne des employeurs de l'éducation. Fondée en 2009, l'effet représente et défend les intérêts des employeurs européens du secteur, à tous les niveaux d'enseignement, de l'enseignement préscolaire à l'enseignement supérieur et à la recherche. Elle rassemble 60 organisations basées dans 26 pays européens. Ses priorités thématiques sont entre autres la promotion de l'enseignement et de la formation professionnelle, l'inclusion sociale, la transition de l'éducation à l'emploi, l'attractivité du métier de professeur et bien évidemment le leadership éducatif collaboratif. L'effet est reconnu par les institutions de l'Union européenne comme partenaire social européen, représentatif des employeurs du secteur. En tant que membre de l'effet, la FEDE participe au dialogue social européen avec la Commission européenne et les organisations syndicales du secteur. Présent le projet N. La FEDE participe depuis juillet 2003 au projet Erasmus N, Educational Leadership Network Europe, ou en français, Réseau du leadership éducatif en Europe. Ce projet durera 4 ans, jusqu'en 2027. La FEDE fait partie des 11 partenaires principaux de ce projet, qui rassemble 27 organisations nationales et européennes actives dans le secteur. Ce projet, dirigé par l'EFE, vise à promouvoir le leadership éducatif collaboratif, entre autres pour réduire le décrochage scolaire, améliorer le bien-être des étudiants, des enseignants et des chefs d'établissement, accélérer la numérisation des établissements, notamment grâce à une utilisation éthique des outils d'intelligence artificielle. L'objectif principal est d'améliorer les résultats d'apprentissage, en mettant l'accent sur l'éducation de qualité comme moteur de progrès social.
En tant que partenaire du projet N, la Fédé est activement impliquée dans la promotion du leadership éducatif à travers l'Europe et au-delà. Dans ce cadre, elle défend des valeurs fondamentales telles que l'accès à une éducation de qualité pour tous, la démocratie, l'état de droit, le dialogue interculturel. Mais on te voit pas, mais on t'entend très bien, donc tu peux OK, continuer bah si là, c'est une je question, ouais, mais j'ai on te voit pas. rebranché ma caméra, donc je comprends pas. Excusez-moi. Ça arrive. Je pense qu'il y a aussi des personnes dans la salle d'attente, donc je remercie le service technique d'accepter tout le monde. OK, c'est très bizarre. Mais tu peux continuer, Rémi. Je pense que ça va se On me débloquer reverra après. dans la suite. Oui, exactement. Attendez, j'essaie de non? Mystère. Donc, en tant que partenaire du projet N, la Fédé est activement impliquée dans la promotion du leadership éducatif à travers l'Europe et au-delà. Dans ce cadre, elle défend des valeurs fondamentales telles que l'accès à une éducation de qualité pour tous, la démocratie, l'état de droit, le dialogue interculturel, l'égalité des genres, le respect des droits humains et le développement durable. En mars 2025, le réseau N organise le Mois européen de l'éducation, un événement majeur permettant de renforcer l'engagement de la communauté éducative européenne. C'est donc dans ce cadre général que notre webinaire d'aujourd'hui est organisé. La Fédé est profondément animée par l'idée de favoriser le leadership dans l'éducation, que ce soit à travers les écoles, les équipes pédagogiques et les apprenants eux-mêmes. Nous croyons fermement que chaque action, chaque initiative contribue à former les leaders capables de transformer l'éducation et d'inspirer le changement à tous les niveaux. À cet égard, je voudrais partager deux exemples concrets de leadership éducatif qui incarnent pleinement cette vision et que la Fédé met en œuvre. D'une part, le prix des droits humains, organisé chaque année par la Fédé, valorise des projets éducatifs et des initiatives d'étudiants Fédé visant à renforcer les droits humains, l'égalité et l'inclusion sociale. D'autre part, l'équipe pédagogique développe des modules de culture et de citoyenneté européenne qui sont intégrés dans tous les diplômes Fédé. Ces cours innovants visent à préparer les étudiants à devenir des individus éclairés et des acteurs responsables. J'espère que vous allez apprécier les échanges sur ce sujet passionnant. À présent, je repasse la parole à Roxandra qui animera la table ronde à venir et guidera les échanges avec les 5 intervenantes. Je tiens à les remercier chaleureusement. Merci mesdames. Roxandra, c'est à toi. Merci pour votre attention. Merci, merci Rémi. Désolée pour là, donc ce souci technique. J'espère que vous m'entendez bien de mon côté. Donc, nous allons maintenant entrer dans le cœur du sujet avec cette table ronde. Donc, aujourd'hui, nous échangeons sur des pratiques clés du leadership collaboratif dans l'éducation, donc la thématique de notre webinaire, en abordant trois thématiques essentielles, donc le leadership collaboratif dans l'éducation et son rôle dans l'innovation et la réussite des apprenants, le rôle des entreprises et des établissements de formation dans la création de communautés d'apprentissage, et enfin, les défis et les opportunités de la collaboration dans la formation professionnelle, surtout pour renforcer évidemment les compétences des apprenants et améliorer leur insertion dans le monde du travail. Pour débuter cette réflexion, j'aimerais poser une première question à nos intervenantes. Quand vous entendez leadership collaboratif, qu'est-ce que cela signifie pour vous dans votre contexte, que ce soit en école, en entreprise ou dans un cadre éducatif plus large, pourquoi pas? Et pourquoi pensez-vous que cette approche est devenue essentielle aujourd'hui? Et pour commencer, je me tourne vers Marinka Cordoni, qui est diplômée d'un master en leadership éducatif, justement, de l'Université de Warwick et spécialisée en politique et relations internationales à l'Université de Southampton. Elle est originaire d'Italie et de Suisse et elle est très engagée dans des projets à vocation sociale. Actuellement, elle travaille pour la Fondation APAX, qui forme des professionnels dans les domaines médical et social et soutient l'épanouissement des jeunes étrangers grâce au mentorat. Elle est passionnée par l'inclusion, le développement durable et elle est profondément impliquée dans des initiatives qui ont un impact positif sur la société. Donc, Marinka, avant de plonger dans les aspects pratiques du leadership collaboratif, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours? Qu'est-ce qui vous a conduit finalement à vous intéresser au leadership éducatif et en plus à suivre un master dans ce domaine? Comment cette formation finalement a influencé votre vision du leadership collaboratif? Donc, je vous donne la parole. Je vous invite à activer votre micro et votre caméra. Merci, bonjour à tous. Merci à Roxandra et Rémi pour cette introduction au webinaire. Donc, je vais commencer par parler de mon parcours éducatif et ce qui m'a conduit au leadership éducatif.
Donc, comme vous avez dit, Ruxandra, j'ai d'abord suivi un bachelor en politique et relations internationales à l'université de Southampton, où j'ai étudié les dynamiques de pouvoir, la coopération internationale et les politiques publiques. J'ai toujours été intéressée par l'impact des politiques éducatives sur la société, en particulier dans des contextes multiculturels et inclusifs. Ce sont ces réflexions qui m'ont conduit à poursuivre un master en leadership éducatif à l'université de Warwick, où j'ai pu approfondir ma compréhension sur les systèmes éducatifs et développer des compétences en pédagogie inclusive et en leadership collaboratif. Maintenant, je vais expliquer comment ma formation à Warwick a influencé ma vision du leadership collaboratif. Donc, avant mon master, je percevais le leadership de manière plus hiérarchique, inspirée par les modèles politiques et organisationnels que j'avais étudiés en relations internationales pendant mon bachelor. Mais mon master m'a appris qu'un leadership efficace est avant tout collaboratif. Donc, j'ai appris qu'impliquer activement les enseignants, les élèves, les parents et les institutions locales dans les prises de décision favorise non seulement à l'innovation pédagogique, mais aussi à une meilleure intégration des élèves, en particulier ceux des milieux défavorisés, comme les migrants. Comme mon projet final, j'ai étudié l'intégration des étudiants migrants dans une école au Portugal, au nord du Portugal, qui s'appelle EPADRE. Donc, dans le cadre de mon projet final de master, j'ai j'ai étudié cette école qui est spécialisée dans l'intégration des étudiants migrants. Cette école a développé un modèle éducatif inclusif basé sur 3 piliers. Le premier est un apprentissage de la langue portugaise intensif pour faciliter l'intégration scolaire des élèves. Le deuxième pilier est un accompagnement psychosocial avec des travailleurs sociaux et psychologues pour aider les jeunes dans leur adaptation. Et le troisième pilier, le dernier, c'est des projets collaboratifs avec la communauté locale, impliquant les associations et les familles. Ce projet m'a permis de voir concrètement comment un leadership éducatif collaboratif peut transformer un établissement scolaire et favoriser une meilleure inclusion des élèves issus de l'immigration. Donc maintenant, je vais parler de mon travail actuel à la Fondation Apax. Donc actuellement, je travaille pour cette fondation Apax, une organisation qui est engagée dans l'éducation et l'inclusion sociale des jeunes migrants non accompagnés. Mon rôle, qui est assistante junior, me permet d'appliquer directement les principes du leadership collaboratif que j'ai étudiés pendant mon master, en travaillant sur des projets visant à réduire les inégalités éducatives et à favoriser l'intégration des jeunes issus de parcours migratoires. Grâce à cette expérience, je constate chaque jour l'importance d'une approche collective et interdisciplinaire en éducation. En travaillant avec des éducateurs et des partenaires sociaux, je contribue au développement de solutions pour améliorer l'inclusion et la réussite des élèves en difficulté. Donc, grâce à mon master et à mon travail actuel à la Fondation Apax, ma vision du leadership a évolué vers un modèle plus horizontal et participatif. J'ai compris que l'impact ne vient pas d'un leader isolé, mais d'un travail collectif où chacun apporte sa contribution pour construire un environnement éducatif plus juste et inclusif. Dans les relations internationales, on parle souvent de soft power, donc de pouvoir léger, l'influence par la coopération et l'engagement. J'ai retrouvé cette dynamique dans l'éducation parce qu'un bon leader n'impose pas, mais crée un cadre où chacun peut contribuer au changement. Donc, pour conclure ma partie, euh, mon projet final et le travail à la Fondation Apax confirment que l'avenir de l'éducation en Europe
repose sur sur des modèles inclusifs et collaboratifs. Face aux défis de l'intégration, du multiculturalisme et des inégalités, les écoles ont besoin de leaders capables de rassembler, d'écouter et d'innover. C'est cette conviction qui guide mon engagement aujourd'hui, contribuer à un leadership éducatif plus inclusif et plus participatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marinka. Cet éclairage passionnant parce que c'est vrai que au début de l'organisation de ce webinaire, on s'est beaucoup posé la question sur la définition des termes. Et finalement, je constate, vous me corrigez si j'ai mal compris, qu'il y a finalement donc le leadership dans l'éducation forcément est collaboratif. Sinon, ça ne fonctionne pas trop, si j'ai bien compris. Donc, merci encore une fois pour votre intervention. Sur votre vision sur le leadership collaboratif, c'est fascinant de voir comment finalement vous avez changé un peu de vision via votre formation. Et maintenant que nous avons exploré un peu le concept à travers votre expérience, je pense que ce sera intéressant de nous intéresser davantage à la mise en pratique concrète finalement au sein des établissements d'enseignement et des entreprises. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Laure Dupré-Garnier, Isabelle Malincourt, qui sont co-directrices d'une école Alphae à Clermont-Ferrand en France, qui vont nous partager leur expérience et nous expliquer comment elles créent des communautés d'apprentissage en collaborant étroitement avec le monde de l'entreprise. Laure Dupré, directrice associée donc de l'école de commerce et de management Alphae à Clermont-Ferrand, elle est titulaire d'un diplôme en marketing et développement commercial. Elle possède plus de 20 ans d'expérience professionnelle et après avoir commencé sa carrière dans la communication, elle s'est lancée dans la formation, occupant des postes de responsable, puis des directrices d'organismes de formation. Et en 2020, elle a fondé Alphae, animée par la volonté de répondre à la question « Que puis-je faire de plus pour aider les jeunes à aller toujours plus loin ?» je cite. Et elle s'engage à motiver les étudiants et à les préparer à un avenir professionnel prometteur. Et Isabelle Malcourt est directrice associée donc de la même école et en même temps directrice des ressources humaines au sein d'un groupe Schwarzkopf Kappa. Elle est forte de plus de 20 ans d'expérience également dans les ressources humaines, principalement dans le secteur industriel où elle a débuté sa carrière en Angleterre avant de s'installer à Clermont-Ferrand. Et sa motivation finalement pour fonder Alphae réside dans son désir de se rapprocher un peu plus du monde de l'entreprise et du secteur de la formation supérieure. Elle croit fermement qu'il est essentiel de former les individus pour qu'ils s'intègrent avec succès dans le monde du travail. Donc, la deuxième partie de ce webinaire va consister dans un échange avec les deux intervenantes qui sont co-directrices de la même école. Laure, je vais commencer par vous. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un exemple concret où le leadership collaboratif a permis de transformer un projet éducatif dans une véritable communauté d'apprentissage? Et je pense que vous allez peut-être nous parler de votre projet d'école nomade. À vous de voir. Donc, je vous donne la parole. Oui, tout à fait. Je vous remercie de nous avoir invités à participer à ce webinaire sur ce sujet qui est très, très intéressant. En tout cas, moi qui me passionne pour travailler, être au plus près des jeunes depuis presque 20 ans maintenant. Et c'est vrai que pour échanger avec eux, pour les observer, on a fait le constat avec Isabelle, que je connais depuis plus de 10 ans, que les jeunes connaissaient très peu les entreprises qui les entourent, les entreprises de leur territoire. Et dans le même temps, on s'est rendu compte en discutant avec des entreprises et des chefs d'entreprise que ces mêmes responsables ne savaient pas comment attirer des jeunes dans leurs entreprises. Et aujourd'hui, on en parle souvent, hein, les entreprises ont beaucoup de mal à recruter des jeunes. De cela est née notre réflexion avec Isabelle, il y a 5 ans, de créer une école nomade. Alors, c'est quoi une école nomade? C'est une école où on va délocaliser une partie des cours au cœur même des entreprises. Et c'est pour rendre cela possible, nos groupes sont composés de 15 apprenants maximum. Voilà. Pour pouvoir déplacer tout le monde, il faut que l'on ait des groupes à taille humaine. Donc ça, c'est notre constat de départ, de se dire, il y a des jeunes, il y a des entreprises et ils ne collaborent pas ensemble. Ils sont très éloignés les uns des autres, même si on parle beaucoup de professionnalisation, de contrat d'apprentissage aujourd'hui. Ça ne matche pas encore totalement. Donc nous, nos actions, qu'est-ce qu'on a fait avec Isabelle? On a contacté les entreprises qu'on connaissait au départ, parce que c'était facile. Puis au départ, on lançait notre entreprise aussi.
Et on leur a exposé notre projet en leur demandant s'ils seraient d'accord pour nous prêter une salle de réunion le temps d'une journée ou d'une demi-journée et ainsi d'accueillir nos étudiants dans leur structure. Et c'est vrai que dès le départ, les entreprises ont vraiment été très, très, très heureuses de cette proposition qu'on a pu leur faire et nous ont dit oui tout de suite. Donc, dès le départ, on a des groupes qui sont partis étudier le temps d'une journée en entreprise. Alors, c'est vraiment ce projet d'école nomade, c'est pas une visite d'entreprise une fois de temps en temps, je tiens à le préciser. C'est vraiment le concept de notre école, c'est-à-dire que toutes les semaines, on a un groupe qui va passer une journée dans une entreprise. Et alors, j'emploie le mot entreprise, mais je pourrais même employer le mot organisation. Je vous montrerai tout à l'heure un petit diaporama aussi des différents lieux que où nous avons pu aller. Il n'y a pas que les entreprises qui nous accueillent, hein. Il y a des organisations telles que des syndicats comme le MEDEF, comme Force ouvrière. Nos étudiants sont aussi allés au sein de la CGT, de la PEC, de Cap Emploi, de Transition Pro, de la CPAM, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est les actions qu'on mène. Et aujourd'hui, grâce au bouche à oreille, c'est vrai que c'est plus facile pour nous de trouver les entreprises parce que les entreprises, voilà, se passent le mot en disant, voilà, on a accueilli un groupe. C'était intéressant parce qu'on laisse quand même le premier quart d'heure avant que le cours démarre, on laisse la parole à l'entreprise et on laisse à une personne responsable de l'entreprise le temps d'expliquer son métier, ses valeurs, ses missions. Parfois, alors quand c'est vraiment sur des sujets intéressants, il peut y avoir une visite d'entreprise aussi, hein. La semaine dernière, nos étudiants étaient dans l'entreprise Ucelia à Ussel et ils ont pu voir, par exemple, le booster de la fusée Ariane. Donc, quand on a des sujets comme ceux-là qui nous paraissent très intéressants, c'est vrai que voilà, ils peuvent aussi prendre du temps et visiter l'entreprise. Donc, ils passent toute la journée au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que le midi, parfois, ils mangent, ils échangent avec les salariés, ils sont vraiment en immersion totale. Les résultats, peut-être, je peux vous donner quelques résultats aujourd'hui parce que ça fait quand même 5 ans qu'on a mis en place ce projet avec Isabelle. On se rend compte que quand vous échangez avec nos étudiants et que ça fait au bout de 2 ans suite à un master, ils ont un carnet d'adresses de 30 à 40 entreprises. Donc, ils ont étoffé leur réseau. Ça, c'est indéniable. Parfois, et là, avec Isabelle, quand on y arrive, on est très contente, c'est positif pour l'insertion. Parce que quand vous cherchez du travail, quand vous sortez, que vous êtes diplômé d'un bac+3 ou d'un bac+5, que vous cherchez du travail, il est toujours plus facile d'aller frapper à la porte d'une entreprise dans laquelle vous êtes déjà allé, que vous connaissez. Et en termes d'insertion professionnelle, on a eu des exemples de jeunes qui ont été embauchés suite à ces immersions dans les entreprises. Une chose aussi qui nous paraît très important, et je pense qu'Isabelle pourra vous en reparler, elle, en tant que DRH d'une entreprise, c'est que nos étudiants gardent une posture professionnelle. Et ça, c'est très important. Nous, on leur fait confiance. Quand ils vont dans les entreprises, on ne les accompagne pas. Ils sont grands, ils gardent leur posture professionnelle, ils représentent notre école aussi. Donc, cette posture, elle est très importante, je pense. Et puis, pour nous, ce qui est intéressant en termes de formation aussi, c'est que on veut faire des formations qui marquent, parce qu'une formation qui marque, on s'en souvient. Et le lieu, pour nous, le lieu est tout aussi important que la personne qui va vous parler ce jour-là, les échanges qu'il va y avoir ce jour-là. Et souvent, quand on échange avec des étudiants, quand on leur remonte des photos des entreprises dans lesquelles ils sont allés, ils se rappellent très bien quels cours ils ont eu ce jour-là. Et donc, en cela, ça nous paraît aussi être intéressant. Voilà, puis je pense que pour les entreprises, on contribue. Les entreprises, elles peuvent passer aussi un message aux étudiants. Ça contribue aussi à leur notoriété auprès d'un public plus jeune. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Je peux peut-être vous montrer un petit peu quelques exemples pour appuyer un petit peu mes propos d'entreprises dans lesquelles nos étudiants sont allés. Alors, est-ce que vous voyez mon diaporama? Donc, en plus, vous voyez, ils vont qui plus est, c'est une petite agence de communication. La coopérative de Metz, c'est une salle de spectacle ici en Auvergne. Ils vont dans des lieux vraiment divers et variés. Overco, c'est un cabinet d'expertise comptable. Précis Plastique Injection, c'est une entreprise d'injection plastique et ils fabriquent énormément d'articles. Les laboratoires TA, l'industrie pharmaceutique, une concession automobile.
un centre Jean Perrin, un centre de lutte contre le cancer, VVF Village, Movianto, voilà, ils sont même allés au 13e BESMAT, qui est l'armée ici à Clermont. Voilà, ils se déplacent vraiment dans des entreprises diverses et variées, une banque, etc. Et surtout, c'est des entreprises locales. Voilà, ça c'est vraiment important pour eux, pour l'emploi, pour la suite, pour l'insertion, de pouvoir aller dans ces entreprises-là et de pouvoir y rencontrer des responsables, des salariés, entreprises. Voilà, je ne sais pas. Merci, merci Laure pour cette présentation. Enfin, au début, on va revenir, je pense, sur cet aspect. Je suis curieuse d'avoir la vision du côté de l'entreprise. Et on profite de la présence d'Isabelle pour voir ce point de vue. Donc, des entreprises qui accueillent ces apprenants. Et je suis curieuse de savoir quels sont les enjeux spécifiques du leadership collaboratif dans ces environnements et quelle place occupe finalement l'entreprise en tant que lieu d'apprentissage et comment finalement peut-elle mieux collaborer avec les écoles pour innover dans la formation professionnelle. Isabelle, est-ce que vous êtes prête à prendre la parole pour partager votre point de vue? Oui, oui, tout à fait. Alors, donc moi, effectivement, j'ai une double casquette de codirection de l'école Alphae et de DRH sur un site industriel. Et je dirais que moi, ce qui m'a animée quand on a lancé le projet Alphae, c'était vraiment d'avoir comme finalité l'insertion professionnelle de toutes les personnes qui nous rejoignaient en formation. Et le projet Alphae, en fait, est né de beaucoup d'échanges avec Laure pendant plusieurs années où, on va dire, on faisait toutes les deux le constat que d'un côté, les étudiants n'étaient pas forcément heureux dans leur formation qui était trop théorique. Et de l'autre côté, côté entreprise, on ne s'y retrouvait pas non plus quand on accueillait des étudiants en stage, en alternance ou en premier emploi, parce que soit il n'y avait pas la posture attendue, soit ils n'avaient pas compris en fait les codes de l'entreprise. Et la mission qu'on s'est donc donnée avec la création d'Alphae, c'est vraiment de donner au maximum toutes les clés à nos étudiants pour réussir au maximum cette insertion professionnelle. Et on est toutes les deux convaincues que dans un monde qui est en pleine mutation et qui change très très vite aujourd'hui, hein, certes, il faut que l'organisme de formation fasse évoluer leurs pratiques, mais ils ne feront pas bouger le monde à eux tout seuls. Il faut aussi que l'entreprise en face joue le jeu pour faire bouger les lignes. Alors concrètement, par quoi ça peut passer? Moi, si je prends des exemples au sein de mon groupe, ça peut passer par l'accueil d'étudiants en alternance, ouvrir ses portes et être favorable à l'accueil en stage ou en alternance, ouvrir de façon plus générale également les portes de l'entreprise aux visites d'entreprise, parce qu'on est souvent sollicité par des établissements scolaires. Et bon, on peut être tenté de dire c'est compliqué, ils sont trop nombreux, on n'a pas le temps, ça va mobiliser du monde. Mais malgré tout, c'est souvent lors de ces visites qu'on va permettre à des étudiants de se projeter dans le monde professionnel futur, d'apprendre à connaître nos métiers, de découvrir nos environnements de travail et de leur donner du coup envie aussi demain de postuler chez nous. Donc voilà, moi, je suis convaincue que ça, dès la 4e en France, il faut commencer à semer des petites graines pour préparer les futurs professionnels. De l'autre côté, alors ce qu'on pratique chez Alphae aussi, c'est que la majorité des personnes qui viennent dispenser les cours chez Alphae sont des professionnels en activité. Et ça, je trouve que pour l'entreprise, c'est aussi un moyen de libérer ses salariés pour mettre à disposition ces experts qui vont aller eux-mêmes transmettre leur savoir auprès des étudiants. Et toujours pareil, dans un souci de donner envie, en fait, demain, d'intégrer les entreprises du territoire sur lequel on est implanté. Et puis surtout de transmettre aux étudiants des informations, un savoir qui correspond à la vraie réalité du terrain, du monde de l'entreprise, et pas à des choses peut-être un petit peu plus théoriques, qui seront plus difficiles pour les étudiants à mettre en œuvre concrètement dans un premier emploi notamment. Et puis après, en tant qu'entreprise, moi j'aime bien également solliciter les établissements scolaires pour soumettre des problématiques qu'on peut avoir en tant qu'industriel et on n'a pas forcément toujours le temps pour se pencher sur ces problématiques-là. On n'a pas forcément toutes les idées non plus pour pouvoir les aborder. Et je trouve que voilà, c'est intéressant aussi d'avoir des partenariats avec les écoles sur des cas comme ça, puisque moi je suis convaincue que plus les étudiants vont travailler sur des cas concrets, plus ils vont assimiler les choses et plus on les formate pour être de bons professionnels.
ouais, un petit peu côté C'est vrai entreprise. que le projet École nomade fait rêver. Je ne veux pas cacher, je suis plus étudiante, mais dès le début, j'étais convaincue et fascinée par ce projet. Et merci d'avoir partagé ces projets avec nous. Donc, nous avons abordé l'importance de leadership collaboratif dans la formation. Je pense que ce sera intéressant aussi de s'intéresser, désolée pour la répétition, au lien en fait avec l'inclusion sociale et la collaboration avec la société civile. Évidemment, je travaille pour OING, donc ce sujet m'intéresse particulièrement. Laure, je reviens en fait à Laure. Est-ce que vous pouvez nous partager peut-être une initiative qui est inclusive, qui a été menée par Alphae, où le leadership collaboratif a joué un rôle clé? Oui, Voilà, je vous laisse la parole. oui, en termes d'exemple de leadership collaboratif en lien avec l'inclusion, bah, je peux vous citer, alors je vais répéter un petit peu ce qu'a dit Rémi Loison tout à l'heure, je peux vous citer le prix des droits humains, parce que voilà, donc ce prix qui est organisé donc, chaque année, comme Rémi vous l'a dit, hein, il a vocation à distinguer les initiatives des étudiants de la FEDER en matière de droits humains. Alors moi, j'ai un groupe d'étudiants, enfin qui s'appelle un groupe d'étudiants qui a participé à ce prix en 2024. Et c'est vrai qu'en septembre 2023, quand je suis venue voir mes étudiants et que je leur ai présenté le prix, jamais j'aurais pu imaginer toutes les personnes que l'on rencontrerait par la suite, toutes les personnes qui travailleraient ensemble sur ce projet par la suite. C'était vraiment un projet incroyable. Alors, je vais essayer d'être assez succincte, parce que c'est un projet qui a duré quand même pendant 6 mois à peu près. Donc on a 3 étudiants, de master 2, qui, ont eu l'idée, alors déjà, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire? Les droits humains, c'est vaste aussi, hein. C'est un vaste sujet, faire quelque chose de marquant. Alors l'année 2024, c'était l'année des Jeux olympiques, donc le sport a commencé à germer. On s'est dit: «On va faire quelque chose autour du sport». Hem Et puis on va, aussi parler de handicap parce que c'est des choses qui nous tiennent à cœur ici, à l'école. Donc nos 3 étudiants, avec, nous, hein, on a réfléchi aussi avec eux, on a échangé avec eux. Nos 3 étudiants ont dit: «Bah, tiens, on va créer une vidéo, qui va lier, le handicap et le sport». Donc c'est une vidéo qui dure 14 minutes. Donc cette vidéo, ils l'ont réalisée, hein, en collaboration aussi avec, des intervenants de l'école spécialisés en gestion de projet, spécialisés en montage vidéo. Dans cette, vidéo, donc qui dure 14 minutes, ils ont interviewé, la peintre officielle des Jeux olympiques, qui s'appelle Lucie Young. Et dans une deuxième partie, ils ont eu l'idée, d'intégrer une classe de CM2 et de proposer, des activités sportives à des jeunes écoliers, donc tout en leur donnant un handicap. À la fin de cette vidéo aussi, au-delà de ces activités sportives que les enfants ont réalisées avec un handicap, alors physique, hein, je précise, parce que le handicap, on le sait, n'est pas que physique. Ils ont fait exprimer les enfants sur le sujet du handicap, du sport, et cetera, des personnes handicapées de manière plus globale. Bref, tout ça pour dire que ce film donc de 14 minutes a remporté le premier prix dans sa catégorie en 2024, à Barcelone, prix qui a été, remis, par, la présidente de la Fédé. Donc, nos étudiants se sont déplacés, nous aussi bien évidemment avec Isabelle. Je remercie, hein, aussi Rémi Loison, je l'avais noté, hein, mais qui nous a beaucoup accompagnés aussi, tout au long de ce projet, parce qu'on se pose des questions: «Comment on fait ceci? Comment on fait cela?» Enfin voilà, c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur. Et suite à cette remise de prix, il y a eu un engouement ici, chez nous à Clermont-Ferrand, et de nombreuses personnes nous ont demandé à voir le film, à visionner le film, mais à être réunis tous ensemble pour un événement. Donc on a organisé un ciné-débat, en mai, qui s'est tenu, donc dans un cinéma, et on a organisé donc la diffusion de ce film, donc devant 200 personnes. On a fait salle comble, enfin les étudiants avec leur film ont fait salle comble. Et puis il y avait des personnes, qui sont venues, l'artiste peintre, les enfants, de nombreuses entreprises, des référents handicap des entreprises, de notre territoire, des personnalités aussi, sont venues. Donc plus de 200 personnes, c'était vraiment, enfin c'était magnifique, autour de ce projet, voilà, qui a vraiment,
embarqué beaucoup de monde et qui continue encore aujourd'hui parce que là, ils ont été rapprochés, on les avait contactés pour participer au Festival du court-métrage. Vous savez qu'à Clermont-Ferrand, on a le Festival international du court-métrage. Donc, je pense que ce film ira encore plus loin. Mais vous voyez, d'un projet de la Fédé, de ce projet de ce prix des droits humains, bah, ça nous a permis de rencontrer de très nombreuses personnes, de partager ce projet et puis surtout de mettre en avant et de parler de handicap, de sport. Voilà, donc en termes de leadership collaboratif, j'ai envie de dire, et d'inclusion, c'est un superbe exemple. Je suis complètement d'accord avec vous. Après, évidemment, je suis un peu subjective parce que je fais partie de la Fédé. Donc, évidemment, j'avais envie de vous entendre aussi parler de ce projet. Mais en même temps, j'espère que ça va être inspirant pour d'autres acteurs ou participants qui sont aujourd'hui connectés à ce webinaire pour s'impliquer plus dans des collaborations avec la société civile. Je pense que c'est un bon exemple inspirant. Merci donc Laure pour cet exemple. Est-ce que, Isabelle, si on se tourne vers l'inclusivité en entreprise, est-ce que selon vous, finalement, comment les entreprises peuvent-elles participer aussi activement à la création d'un environnement qui soit plus inclusif et quel rôle joue le leadership collaboratif dans ce processus? Si vous pouvez peut-être vous exprimer brièvement sur ce sujet. Oui, tout à fait. Alors, si on revient sur le projet Nomade, par exemple, d'Alphae, les retours qu'on peut avoir des entreprises aussi, c'est que quand nos étudiants, alors on a des personnes en reconversion au sein de l'école, mais la majorité de nos étudiants ont plutôt une vingtaine d'années. Quand nos étudiants se déplacent en entreprise, on joue finalement aussi sur le rapprochement des générations. Et on a souvent des retours très positifs des chefs d'entreprise qui sont contents d'accueillir des jeunes dans leur entreprise, d'accueillir toute l'énergie qu'ils peuvent apporter de par les questions qu'ils vont poser tout au long de la journée, qu'ils vont passer sur un lieu professionnel. Et je pense que du coup, c'est un petit peu la même chose côté entreprise quand on accueille des étudiants en alternance ou en stage. Ça amène aussi de la fraîcheur dans nos équipes, dans les équipes de professionnels. Ça nous permet d'intégrer de nouvelles idées. Ça nous permet, comme je disais tout à l'heure, moi je suis très marquée par la rapidité à laquelle le monde professionnel change aujourd'hui, notamment en termes de technologie. Et accueillir des personnes qui sont en formation ou qui sortent de formation, c'est aussi un moyen de finalement, certes avoir la posture peut-être de plus ancien qui va transmettre un certain savoir professionnel, mais aussi d'intégrer des plus jeunes qui seront peut-être un petit peu plus à la pointe au niveau technologique sur les outils modernes. Donc je trouve que l'intergénération trouve tout son sens pour que les entreprises soient performantes et innovantes. Parce que on a parlé du handicap, mais moi je trouve que quand on parle de diversité, certes il y a le handicap, mais il y a aussi l'enjeu des générations, qui est un enjeu quand même important au sein de nos entreprises. Merci beaucoup Isabelle. Merci Laure et Isabelle du coup de l'école Alphae pour vos contributions passionnantes. Je propose maintenant de nous élargir un peu notre réflexion sur le leadership collaboratif et nous concentrer sur un domaine qui est particulièrement important aujourd'hui, l'éducation au développement durable. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Degrave, qui est directrice de l'école Terra Institute à Paris, qui est une institution pionnière dans l'éducation au développement durable et la RSE. Le parcours de Céline est impressionnant. C'est une carrière dans divers secteurs comme le tourisme, la culture, l'économie sociale et solidaire et l'immobilier. Et elle a choisi de mettre son expertise au service de l'éducation. Pourquoi? Parce que son ambition, c'est de démontrer qu'un équilibre harmonieux entre création de valeur, bien-être social et respect de l'environnement est quand même possible. Donc, fort de 20 ans d'expérience dans les secteurs variés, elle a rejoint Terra Institute avec la conviction de former les jeunes générations aux enjeux du développement durable avec enthousiasme, conviction et pragmatisme en même temps. Céline, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter brièvement Terra Institute et le projet éducatif qui guide votre approche? On se demande comment le leadership collaboratif s'intègre dans cette vision et comment vous créez finalement des synergies entre les entreprises, l'école et les apprenants. Merci Ruxandra pour cette introduction. Donc effectivement, le Terra Institute, c'est une école de l'enseignement supérieur privé qui a été créée en 2010.
donc qui va fêter ses 15 ans cette année, si tout le monde est bon en mathématiques, et qui a la particularité en fait d'enseigner de manière dédiée, de former plutôt les apprenants de manière dédiée au métier de la durabilité, à travers 2 parcours. Un parcours, dit RSE, donc responsabilité, sociétale des entreprises et des organisations, où on travaille sur, l'évolution des pratiques managériales, pour placer les entreprises, dans des modèles d'affaires, qui limitent leur impact négatif, voire, qui peuvent être régénérateurs. Et un autre parcours qui est un parcours éco-construction et ville durable, où on accueille des profils d'étudiants, qui sont aussi bien architectes, urbanistes ou ingénieurs en génie civil. En tout cas, le point commun entre ces 2 parcours et le projet éducatif qui est le nôtre, c'est globalement comment on peut transmettre des compétences, que ce soit, des hard skills ou des soft skills, qui vont permettre à nos apprenants, d'être, efficaces et opérationnels dans la conduite des transitions, en particulier des transitions écologiques et sociétales. Donc quand Ruxandra, nous a parlé de leadership, collaboratif, je vais être tout à fait transparente et je me suis dit: «Alors, je vois à peu près à quoi ça peut renvoyer, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a vraiment et est-ce qu'on pratique ça, chez Terra Institute?» parce que bon, je me suis jamais vraiment posé la question. Et c'est à cette, occasion, que j'ai découvert qu'il y avait tout un état de la littérature sur cette notion. Il y avait eu beaucoup de publications, beaucoup de recherches. J'ai appris d'ailleurs que ça avait même fait l'objet d'une formation à part entière, puisque l'un de nos speakers, en est diplômé. Je me suis rendu compte que oui, oui, on pratiquait, le leadership collaboratif, alors de manière très spontanée et organique, ce qui m'a d'ailleurs, fait penser que, on pouvait aller beaucoup plus loin avec un peu de méthode, et finalement en suivant peut-être, quelques schémas, et quelques trajectoires qui ont déjà été éprouvées et pensées, et la façon, dont ça se traduit chez nous et la raison pour laquelle on en est venu à ça, c'est qu'en fait, ce qu'on enseigne n'est pas du tout une science exacte. Qu'est-ce qui fait finalement, enfin là, c'est la question que j'ai commencé par me poser, hein, quand, je suis arrivée, à la tête du Terra Institute. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, on a formé un bon manager de la transition? Est-ce qu'il faut qu'on regarde, le nombre, d'objectifs de développement durable qu'il parviendra à atteindre avant 2030? Est-ce qu'il faut qu'on suive à titre individuel de combien de tonnes de carbone ils ont réussi à faire, baisser la stratégie de leur entreprise? On est à des échelles macro et on est, sur des complexités, je parle des trajectoires de transition qui font que c'est très compliqué pour nous de savoir exactement, là où on a réussi et là où il faut aller, pour que les apprenants se sentent, opérationnels et en possibilité d'agir une fois arrivés sur le marché du travail. Donc spontanément, on a mis en place, au-delà, je veux dire, de nos obligations, réglementaires, hein, qui est d'interroger nos parties prenantes. On s'est vraiment inspiré de ce qu'on enseigne parce que on va dire, le dialogue et l'animation des communautés de parties prenantes fait, part intégrante de la démarche, de la mise en œuvre des démarches RSE et on a aligné, nos principales parties prenantes que sont les étudiants, les entreprises et les intervenants. Je précise que nous sommes un CFA, ce qui veut dire que nous avons à peu près 80 de nos apprenants qui sont en alternance. Donc, j'ai oublié, de préciser que nos parcours étaient ouverts dès le post-bac et on accompagnait les étudiants jusque bac+5. À partir de cette année, on développe également quelques formations, continues, pour les gens déjà en poste parce que finalement, c'est une part, non négligeable des profils qui viennent chez le Terra Institute, qui sont en reconversion, donc qui ont déjà eu, une expérience professionnelle. Pourquoi l'alternance est importante à souligner? Parce que finalement 2 tiers du temps, ils sont au sein de leur entreprise et seulement 1 tiers du temps au sein du centre de formation. Donc nous, on a finalement un volume, d'heures, relativement restreint pour leur enseigner, pardon, un nombre colossal de sujets parce que par définition, la transition écologique et sociétale, c'est un sujet extrêmement transverse, qui implique de comprendre, comment fonctionne le système Terre, quelles sont les limites planétaires en œuvre, qui implique de comprendre comment fonctionne l'entreprise, toute la chaîne de valeur, les différents métiers, qui implique de comprendre également, dans quel système économique, et sociétal on évolue. Tout ça est très, très fermement imbriqué et au sein de tout ça, comment on gère le changement, par quoi on commence et surtout comment on s'adapte à l'évolution constante des savoirs
scientifiques, technologiques, et surtout comment on accepte aussi de tester plein de trucs qui finalement, ne fonctionnent pas. Parce que force est de constater que, depuis à peu près, 20 ans, peut-être 30 ans qu'on fait de la RSE, les émissions carbone n'ont jamais été aussi importantes et la biodiversité ne s'est jamais effondrée plus vite que ce qu'elle fait actuellement. Donc tout ça pour revenir sur, dans ce type d'enseignement, il y a pas de c'est pas scientifique. Donc on a eu besoin finalement de s'entourer, de nos parties prenantes, donc à la fois les étudiants et comment ils se sentent dans le cadre de leur mission en entreprise, là où ils ont l'impression, de manquer, d'éléments, de cadres référentiels, de compétences. Je reviens sur l'importance des soft skills, la capacité à embarquer, la capacité à lever, les résistances, la capacité à conduire le changement, la capacité tout simplement à manager un projet. Mais nous avons également, commencé à consulter de manière systématique nos partenaires entreprises. On est une petite école, hein, 150 étudiants. Néanmoins, depuis 15 ans d'existence, il y a 300 entreprises partenaires qui accueillent, régulièrement, nos étudiants, parmi elles. Et l'idée, c'est, de les interroger de manière quantitative en leur envoyant des formulaires, mais également qualitative avec l'organisation, 1 fois tous les 2 ans, d'un certain nombre d'ateliers de discussion pour comprendre là où ils estiment que nos étudiants sont bien formés, là où il y a clairement des trous, dans la raquette et là où il y a des sujets émergents. Parce que dans les, on va dire les environnements, très changeants, qui changent rapidement, dans lequel les repères évoluent et également, dans les univers où il faut forcément penser en système, il est vraiment indispensable de pouvoir, en gros, faire fonctionner tout en même temps et d'activer tous les leviers en même temps. Et donc de cette consultation systématique de nos apprenants, de nos entreprises, et également des intervenants qui, pour 50 d'entre eux, sont des professionnels de l'entreprise. On arrive chaque année à non pas cadrer l'intégralité de nos référentiels pédagogiques, mais à identifier entre 5 et 10 points clés sur lesquels il faut qu'on propose quelque chose, soit dans le cadre de l'année en cours si on en a l'agilité, soit dans le cadre de l'année suivante. Et pour ça, il est indispensable vraiment d'impliquer et d'embarquer les parties prenantes parce que les bénéfices finalement se font ressentir surtout dans la durée. Et que si on veut que les apprenants restent 5 ans parmi nous, parce qu'on estime qu'il y a tellement de choses à apprendre que 5 ans c'est bien un minimum, il faut vraiment les mettre en responsabilité de ce qu'ils vont nous faire remonter. Parce que finalement, ce qui va en ressortir, c'est pas juste, ils vont nous déposer des éléments qu'on va devoir traduire et adapter, ils sont force de proposition, dans, les solutions ou le marquage des éléments qui pourraient leur manquer. Donc voilà un peu, comment ça se pratique et on pourra revenir, sur la manière dont on a dû le faire évoluer parce que, pour moi, le leadership collaboratif, c'est pas quelque chose que vous posez avec un process et qui fonctionne, finalement, un peu de lui-même, et sans heurts, et de manière mécanique. Pour moi, c'est vraiment un process qu'il faut toujours garder à l'équilibre, voilà, pour s'assurer que ce qui ressort de ce leadership collaboratif est constructif. Merci beaucoup, Céline. Je pense qu'on aura le temps, j'espère, hein, en tout cas, de revenir sur ces points, comment allier finalement et concilier, réconcilier les compétences citoyennes et les contraintes de la formation professionnelle. Je propose de passer à l'intervenante suivante et revenir en fait sur les conclusions à la fin de son intervention, si vous êtes d'accord. Donc, nous allons maintenant élargir notre réflexion et nous concentrer sur un autre aspect du leadership collaboratif, qui est l'intégration de la diversité culturelle et la gestion interculturelle dans les environnements éducatifs. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Litia Solis, qui est experte en linguistique appliquée, éducation interculturelle, qui est titulaire d'un doctorat en linguistique appliquée et en espagnol langue étrangère, et elle a occupé en fait plusieurs postes de responsabilité à l'Université nationale de Honduras avant de rejoindre ESTC à Marseille en 2017. C'est une école qui est membre de la FEDE. L'ITA est également impliquée dans des projets internationaux, en particulier sur la gestion interculturelle et les droits humains. Je sais que maintenant, actuellement, elle est en déplacement, en fait, en voyage justement avec ses étudiants. Elle a un engagement très marqué pour l'inclusion, le respect de la diversité, le développement des compétences interculturelles. Pour moi, l'ITA incarne en fait un leadership collaboratif qui est centré sur la coopération et l'ouverture entre cultures. Elle est aussi conceptrice de plusieurs ressources pédagogiques qui sont proposées par la FEDE dans le cadre du module sur le management interculturel et les ressources humaines en Europe. Donc, Lita, avec votre expérience internationale,
comment le leadership collaboratif peut-il être mis en œuvre dans les environnements éducatifs multiculturels? Donc, comment en fait surmonter les obstacles à la collaboration entre les groupes culturellement très divers, hein, et comment vos approches interculturelles ont-elles permis de lever ces barrières? Je vous donne la parole. Il faudrait tirer votre micro. Bonjour Roxandra, bonjour les collègues qui partagent avec nous cette table ronde. Je tiens à remercier la FEDE pour cette invitation, à Roxandra, à Rémi, parce qu'ils font preuve de leadership collaboratif. Hein. On a eu l'opportunité de collaborer dans le cadre du prix des droits humains à la FEDE avec mes étudiants. Et aussi dans la conception pédagogique dans le domaine de l'interculturel. Avant de parler de la mise en place d'un leadership collaboratif dans le milieu pédagogique, je voudrais partager avec vous les principes qui guident, qui sont la boussole pour moi de ce leadership collaboratif qui me semble essentiel à l'interculturel et surtout essentiel à l'ADN d'un professeur. Je suis professeur par vocation, je suis professeur par passion et j'ai intégré ce métier il y a plus de 30 ans dans l'idéal d'accompagner plusieurs générations dans la construction d'une voie dans la vie. Donc, je suis formatrice des formateurs et actuellement, j'accompagne les étudiants de l'ESTC dans la formation interculturelle, mais aussi dans des projets de mobilité internationale. Quels sont pour moi les principes essentiels d'un leadership collaboratif avec une vision interculturelle? Tout d'abord, le respect d'autrui. Le respect, c'est une valeur universelle. On peut le trouver dans toutes les cultures. C'est une valeur omniprésente et heureusement, parce que je pense qu'un leadership collaboratif ne peut pas avoir lieu si le respect n'est pas assuré. Donc, dans une démarche pédagogique interculturelle, une valeur à négocier, c'est le respect d'autrui. Et lorsque je dis le respect d'autrui, c'est le respect de la différence culturelle. J'accorde beaucoup d'importance aussi à l'intercompréhension, la compréhension interculturelle, la bonne volonté d'aller à la rencontre d'autrui tout en respectant la différence. Bien évidemment, en pédagogie, on est en contact avec nos étudiants, avec nos collègues, donc il faut se poser des questions par rapport à la communication. Donc, dans une démarche interculturelle, je parle de la communication assertive, c'est-à-dire cette conscience qu'on est dans la négociation des concepts, d'idées, des projets, et que parfois on ne peut pas être d'accord, mais que le désaccord doit être exposé en respect de l'autre. Donc, ça, c'est un deuxième principe pour moi, la communication assertive, la communication symétrique. Et pour moi, dans le domaine de l'enseignement, le discours doit être dialogique. C'est-à-dire, l'étudiant doit être capable de prendre la parole, de proposer et voire même apprendre au professeur. À l'ESTC et à l'université où je travaillais avant en tant que formatrice, je mettais en place des projets de sensibilisation à l'interculturel. Je pense qu'il faut revenir à la dimension humaine de nos étudiants, prendre conscience sur les bases humaines de tous les métiers. Donc, à l'ESTC, à l'université et ailleurs, je propose des formations sur la sensibilisation à l'interculturel. Cela nous permet de travailler le respect de la diversité culturelle, mais aussi de former en compétences culturelles, les soft skills dont la collègue parlait précédemment. Je pense également que dans tous les métiers, le leadership doit être partagé. Je pense qu'on doit tous être acteurs. Cela nous permet de nous impliquer tous dans la résolution des conflits, par exemple, dans la construction des projets, être tous protagonistes. Et comme tout projet,
Un dernier principe essentiel pour moi, c'est l'évaluation continue. Cela nous permet de négocier des mécanismes d'évaluation d'un projet de collaboration, d'assurer l'efficacité et faire les ajustements nécessaires. Tout ça rentre dans une démarche pédagogique plutôt constructiviste et dans une logique de leadership collaboratif, je l'appelle co-construction. On est tous acteurs et on participe tous dans la construction de nos projets, peu importe le métier. Quels sont les exemples concrets? Actuellement, je me trouve à Bruxelles avec un groupe de 13 étudiants dans un projet qui est interculturel, qui est multiculturel. On est plusieurs délégations des différents pays d'Europe, d'Amérique, et autour des projets liés au développement durable, économie circulaire, les politiques de l'Union européenne. Les équipes sont toutes multiculturelles. La langue de négociation est l'anglais et on partage une semaine dans la construction des projets. Ça, c'est un vrai exemple de leadership collaboratif. Et les professeurs qui accompagnent les étudiants intégrons aussi des équipes d'accompagnement, de co-construction. À un moment de ma vie professionnelle, j'étais également professeur de langue et culture pour une université états-unienne, Calvin University, à Michigan, qui développe des programmes en Amérique latine. Donc, dans le cadre de cet accompagnement, j'ai mis en place plusieurs projets. Par exemple, j'ai mis en place un projet qui s'appelle Binôme linguistique. Donc, j'organisais des binômes. Il y avait un partenaire linguistique hispanophone, un hondurien, qui accompagnait un étudiant états-unien dans l'apprentissage de la langue, mais aussi dans le décodage des rituels culturels que l'étudiant états-unien rencontrait en immersion totale. Mais en échange et dans la logique de collaboration, l'étudiant états-unien accompagnait le partenaire hondurien dans la construction d'une compétence linguistique en anglais. Donc, ça, c'est un autre bel exemple, à mon avis, de leadership collaboratif. Je tiens à préciser que dans le cas d'Amérique latine, d'un point de vue historique, social, politique, il y a parfois des relations passionnelles entre cultures, donc parfois il y a une vision des cultures hégémoniques, des cultures subordonnées. Donc, dans ce projet-là, avec les Calvin University, j'ai activé l'asymétrie entre mes étudiants participants. Donc, c'était une relation bidirectionnelle, horizontale, symétrique. On avait tous un bagage linguistique et culturel à partager avec nos partenaires. Donc, en Honduras aussi, j'étais co-responsable d'un programme d'éducation interculturelle. Je reviens d'un point de vue historique, social. Plusieurs pays d'Amérique latine ont une dette énorme avec les cultures autochtones. Donc, j'ai eu l'opportunité d'activer un pôle d'éducation interculturelle. Donc, l'université s'est déplacée. Au lieu que les cultures autochtones se déplacent à la capitale dans l'intérêt de chercher un meilleur avenir, on avait proposé de déplacer la fac et installer des antennes dans les communautés des cultures autochtones. Et ça nous a permis d'activer des projets de collaboration. Nous, on apportait notre expertise des formateurs en interculturel, mais les vrais protagonistes, c'était les étudiants des cultures autochtones. Donc, je garde un beau souvenir de ce projet-là, dont les cultures autochtones m'ont beaucoup apporté et j'espère moi aussi avoir apporté quelque chose aux membres de nos cultures autochtones. À l'ESTC, mon chapitre actuel en France, à Marseille, j'ai eu l'opportunité, grâce à la confiance de la direction, de mettre en place des cours sur l'interculturel, d'animer le projet des droits humains, un projet de co-construction avec mes étudiants, avec l'appui de la direction, l'appui de la FEDE, évidemment. La FEDE est pour moi un bel exemple de leadership collaboratif.
Et je pourrais vous raconter d'autres expériences, la formation des formateurs. J'ai eu l'opportunité d'accompagner des professeurs du niveau secondaire. J'étais l'inspectrice de stage, des projets de recherche, où j'ai eu l'opportunité d'activer des projets de mentorat interculturel, de créer des équipes multiculturelles, des recherches, des formations, des comités de diversité avec les étudiants de Calvin University. Difficile à résumer dans 10 minutes, plus de 30 ans de vie professionnelle, mais je pense que déjà la bonne volonté de créer cet espace de partage parle d'un leadership collaboratif. Ruxandra me demandait sur les obstacles. Dans la formation interculturelle, je travaille beaucoup avec des binômes conceptuels. Je m'excuse avec les collègues qui viennent d'un milieu plutôt professionnel. Je viens du monde de la science. Donc, par des formations professionnelles, je commence par les bases conceptuelles avant de passer à la science appliquée. En interculturel, je fais la distinction entre les obstacles, que j'appelle défis, parce que j'essaie d'activer un discours plutôt optimiste, même si parfois semble idéaliste, un discours positif. Et les obstacles doivent être perçus comme des opportunités, des défis. Ce qu'on appelle barrière, la barrière de la langue, la barrière de la culture, moi je l'appelle le pont qui me permet d'aller vers l'autre avec mon bagage linguistique et culturel, aller à la rencontre de la différence, aller à la rencontre d'autrui et collaborer pour un monde meilleur. Donc, je propose tout simplement de lever les barrières. Et pour ce faire, je mets en place des stratégies pédagogiques qui nous permettent d'activer une intelligence collective. Un modèle d'éducation classique met l'accent sur l'intelligence comme un patrimoine individuel. Moi, j'essaie d'activer plutôt un dispositif de co-construction d'une intelligence qui doit être collective. Je propose également à mes étudiants, à mes collègues, un modèle de communication respectueux et ouvert. C'est inhérent à l'interculturel, plus que parler d'intégration, une démarche qui me semble monodirectionnelle. Je travaille avec mes étudiants l'inclusion. Là, on est tous responsables, on est tous acteurs. Donc, je travaille beaucoup à l'inclusion, la collaboration et des projets qui me permettent de faire vivre la métaphore du bateau. On est tous dans le même bateau, on a tous un objectif et il faut ramer pour arriver tous à destination. C'est ce qu'on fait là actuellement à Bruxelles. Évidemment, la relation interculturelle n'est pas parfaite. Parfois, on doit gérer des conflits, des malentendus, des situations d'incompréhension, mais un leadership collaboratif nous permet aussi de décoder des situations d'incompréhension, les chocs culturels qui font partie de la relation interculturelle, mais trouver ensemble des stratégies, des solutions. Et pour finir, ma participation, dans l'interculturel, je parle pas du professeur tout simplement. Je parle d'un médiateur pédagogique interculturel. C'est lui qui fait le lien entre différentes cultures, différents acteurs. Et Ruxandra nous demandait tout à l'heure comment nous on perçoit le leadership. Pour moi, un professeur, un formateur, un médiateur pédagogique et un leader. Le professeur doit être un modèle social. Le professeur doit être un leader. Le professeur est doté d'un pouvoir social. Donc, le leadership, à mon avis, est inhérent au rôle des professeurs. Pourquoi? Parce que le professeur doit guider, parce que le professeur doit influencer, mais surtout, le professeur doit inspirer. Donc, je pense que j'ai la chance d'exercer un métier qui me donne l'opportunité tous les jours d'accéder à un leadership collaboratif
dans leur rêve de co-construire un monde meilleur. Je l'espère. Et un grand merci Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa. Et je pense que vous avez résumé, en fait, le but du webinaire d'aujourd'hui était de rassembler en fait, des leaders dans l'éducation. On peut en être conscient ou moins conscient, mais effectivement, on est tous, je pense, aujourd'hui dans la société civile, des diplômés, des étudiants, des directeurs, directrices d'école, une formatrice, voilà, parmi nous. Donc, vous avez bien, je pense, tous les exemples que vous avez donnés par région, ou en tout cas nous aide à définir, et j'espère bien, en tout cas, enfin, l'objectif final, c'est d'inspirer et d'encourager en fait les autres parties prenantes à travailler ensemble, à collaborer. Donc, merci beaucoup pour votre intervention, Lisa. Je pense qu'on a quand même 5 minutes pour conclure notre webinaire. Je vous propose de tourner un peu notre regard vers l'avenir. Donc, au cours de cette session, on a exploré des approches novatrices de leadership collaboratif qui sont évidemment liées aux thèmes cruciaux comme la formation professionnelle, le développement durable, on a vu l'inclusivité, les défis interculturels. Donc, nous avons vu comment les écoles, les entreprises et les autres acteurs éducatifs peuvent collaborer pour façonner un avenir un peu plus équitable et durable pour les étudiants. Donc, je vous adresse une question générale, on va dire. Alors, je l'adresse à tout le monde. Évidemment, vous pouvez lever la main si vous avez envie de réagir. Donc, selon vous, quelles sont les tendances ou innovations, qu'on parle d'IA, de numérisation, transition écologique, qui vont façonner le leadership collaboratif dans les années à venir? Et si vous deviez conseiller un établissement ou une entreprise qui souhaite initier cette transformation, par où devrait-il commencer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite brièvement répondre à ce défi, on va dire? Je me permets juste de dire, s'il vous plaît, 30 secondes par réponse. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde a envie de réagir, mais voilà, enfin, j'attends. Si une des intervenantes souhaite réagir ou rajouter quelque chose tout simplement. Je dirais tout simplement, Roxandra, si vous me le permettez, c'est vrai qu'on a un regard vers la modernité, vers l'avenir. C'est naturel chez l'être humain. Mais je pense qu'il faut regarder derrière nous et réactiver le protagonisme des sciences humaines. C'est indispensable pour l'avenir de l'éducation. C'est vrai qu'on parle d'intelligence artificielle et d'autres modernités, c'est très bien, mais gardons à vue le protagonisme des sciences humaines dans la construction de l'être humain en éducation. Merci. Isabelle, est-ce que vous souhaitiez prendre la parole ou Oui, moi je rajouterais peut-être être vigilant pour rester agile dans un monde qui change, Alors, mon regard entreprise dirait que des fois, le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation n'évoluent pas toujours à la même vitesse. Donc, essayer peut-être au maximum de se rapprocher par rapport à ça pour bien suivre le mouvement de la société, toutes ces évolutions qui vont très, très vite. Merci. Isabelle, Cécile, pardon. Céline. Oui, alors, peut-être se saisir de l'injonction à intégrer les sujets de durabilité à tous les niveaux d'activité, les activités de l'entreprise, mais également les contenus de formation. Voilà, il y a quelques demandes qui ont été faites aux acteurs de la compétence, et il y a plein de questions qui se posent. Comment j'intègre à mon niveau, moi qui enseigne pas du tout le développement durable, ces sujets de durabilité? Et je pense que c'est une bonne occasion justement de se saisir du leadership collaboratif pour aller questionner son écosystème sur: et vous, vous en êtes où de votre transition? Quel est votre degré de maturité et par quoi vous voulez commencer? C'est peut-être la meilleure façon de savoir voilà, comment enseigner des choses vraiment opérationnelles et apprenantes versus voilà, un petit côté greenwashing qu'on remarque encore trop souvent. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui souhaite absolument prendre la parole, sachant qu'on est à la fin de notre webinaire. Donc, je n'ai pas vu de questions dans le chat, donc je me permets de faire la clôture, on va dire, de ce webinaire. Donc, nous voilà arrivés à la fin de ce webinaire. Je tiens à remercier chaleureusement toutes nos intervenantes pour leur éclairage précieux et leur contribution inspirante, j'espère, sur le thème du leadership collaboratif dans l'éducation. Donc, nous avons exploré des points clés, notamment l'importance de la collaboration entre les écoles, les entreprises et les communautés,
ainsi que la manière dont ce leadership peut répondre aux défis actuels et futurs de la formation professionnelle. Je tiens également à remercier tous les participants pour leur présence et leur attention. Votre engagement est essentiel pour nourrir ces discussions par la suite et faire avancer le débat autour de l'éducation. Et avant de clore cet événement, je vous invite aussi à suivre les prochaines initiatives du projet ELN, notamment le mois européen de l'éducation, qui se tient donc ce mois-ci. Restez connectés pour découvrir d'autres événements et collaborations enrichissantes. Merci à tous et à toutes pour votre participation et à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles discussions. Merci à vous. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci, beaucoup à merci tous. beaucoup à tous. Merci. Et espérons que des diplômes de leadership éducatif écloreront partout en Europe, comme l'exemple de Marika le montre avec ce leadership au niveau éducatif des Anglais qui anticipent souvent les choses un peu en amont de tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.